Cette femme avait une culture et une curiosité extraordinaires. Une curiosité qui était combinée à une spontanéité, combinée à beaucoup d'émotivité et de la créativité. Fatima est une femme discrète, joviale, prudente, ponctuelle, dotée d'un optimisme mesuré, respectueuse de ses engagements. Elle n'aime pas perdre son temps. Rien ne s'improvise chez elle. Tout est pris au sérieux, car chaque rencontre est pour elle une opportunité pour découvrir un nouveau sujet de recherche. Fatima Mernissi n'a jamais été négative ou pessimiste. Elle croyait profondément au changement venu d'en bas, venu des jeunes, du peuple. Elle avait aussi une préoccupation démesurée pour le monde arabe, pour ces intellectuels rebelles qu'elle suivait à travers les chaînes de télévision arabes, les revues, les journaux, une curiosité sans limite pour la géopolitique internationale et une volonté de trouver des solutions et des alternatives à tous les problèmes. Elle considérait que Rabat était la ville de la lumière. Rien ne l'angoissait autant que les espaces sombres et les houdoud, limites, frontières. Et rien ne l'enchantait autant que la lumière qui inondait son appartement à Rabat et l'échange avec les autres qu'elle accueillait avec élégance et simplicité. Elle est une pionnière de la pensée féministe dans notre pays. Et plus que ça, elle est une pionnière de la pensée, de la refonte de la pensée musulmane dans l'ensemble, puisque ses livres ont dépassé les frontières. Et c'est comme ça que je pense qu'elle a non seulement marqué son époque, mais aussi la pensée dans le monde arabo-musulman d'un côté, et de l'autre côté, la perception des non-arabes et des non-musulmans de ce monde arabo-musulman, puisqu'elle questionnait l'Occident. Une femme qui a consacré toute sa vie au service de la formation, de la recherche, du développement social, de la promotion de la science et de la culture dans notre pays et dans le monde, et qui a pris à son compte très tôt la défense de la cause des femmes, à un moment où il y avait peu de voix qui s'exprimaient au Maroc et dans le monde, arabo-musulman notamment, sur cette cause. En effet, Fatima Mernissi fait partie de cette génération de professeurs que l'université marocaine produit de moins en moins, et dans les qualités, sans l'érudition, un stade élevé de la compétence, un grand esprit critique, une conscience professionnelle aiguë, un esprit de responsabilité très prononcé, une impressionnante capacité de travail, de grandes facultés d'écoute, une proximité réelle avec les étudiants et les collègues, une ouverture d'esprit, un refus manifeste de toutes les formes de dogmatisme, doublé d'une liberté de temps, d'une curiosité permanente et d'une quête continue des choses atypiques, originales, c'est-à-dire sortant de l'ordinaire, tout en restant enraciné dans ce qui est spécifique aux communautés et territoires qu'elle étudiait. Si ces qualités lui ont permis de contribuer à former des générations de sociologues, à essaimer le virus de la recherche auprès de ses étudiants, elles ont fait de Fatima Mernissi une autorité scientifique respectée, une voix écoutée et un modèle de rigueur vénéré par ses amis comme par ses détracteurs, car elle en avait aussi, comme toute femme brillante, qui se distingue par leur intelligence sociale et leur créativité dans une société anormalement, et pour ne pas dire pathologiquement, hostile à la réussite, caractéristique des sociétés conservatrices vivant dans la crainte et la peur du changement. Moi, je l'ai connue en deux temps. C'est-à-dire que je l'ai connue comme
pratiquement tout le monde, Fatima Mernissi, à travers ses écrits et ses livres. Et puis dans un deuxième temps, ces dernières années, je l'ai côtoyée. Et je dois dire que ce sont 3 livres qui m'ont franchement frappée et qui m'ont marqué plutôt. Le harem politique, le sultan oublié et Islam et démocratie. Dans le harem politique, livre que je considère particulièrement comme un livre culte de Fatima, je me rappelle avoir été touchée par sa sincérité, son honnêteté intellectuelle et surtout sa manière de poser les problèmes d'une manière directe et ouverte. Elle a été incontestablement celle qui a fait sauter les premiers verrous de l'interprétation religieuse concernant les femmes. Elle a ouvert donc la voie vers cette nécessité, comme elle le dit toujours, de mieux comprendre les textes religieux que tout le monde connaît, mais que personne ne sonde vraiment. Relire le harem politique écrit en 87, c'est se retrouver dans presque la même configuration sociologique du monde musulman d'aujourd'hui, à quelques particularités. C'est un livre qui est toujours d'actualité, presque 30 ans après, et ça c'est la force de Fatima la visionnaire. En effet, quand elle parle dans son premier paragraphe, dans son premier chapitre, du texte sacré comme arme politique, elle reformule une récurrence dans cette histoire douloureuse du monde musulman. Et l'actualité aujourd'hui ne fait que conforter ce titre. Quand elle affirme aussi que, je cite, les musulmans souffrent du mal du présent. Elle dit « Nous vivons le présent comme un désir de mort, un désir d'être absent, d'être ailleurs. Et faire avec le passé est une manière d'être absent. C'est une absence suicidaire. » Fatima Mernissi a dans ce livre amorcé un travail qui depuis a été repris par de très nombreuses femmes académiciennes et chercheurs musulmanes à travers le monde, c'est-à-dire la déconstruction de la lecture patriarcale de l'islam à travers une relecture critique des tafassirs. Un travail qui fait la part des choses, et c'est ça aussi son originalité, entre le message spirituel, al-wahy, et la tradition normative et interprétative produit d'une compréhension banalement humaine. Je n'arrive pas à comprendre, et je vais le dire sincèrement, comment certains ont violemment critiqué les écrits de Fatima Mernissi et les ont décrits comme étant contre la religion musulmane et non respectueux vis-à-vis du prophète de l'islam. Car n'oublions pas qu'elle a été censurée, combattue, parce qu'elle a selon certains touché à la sacralité du texte et du prophète. Je pense sincèrement que ceux qui ont eu ce discours et qui le tiennent toujours n'ont tout simplement pas lu Fatima Mernissi. L'œuvre de Fatima Mernissi, on est tous d'accord là-dessus, l'œuvre de Fatima Mernissi a défié les frontières géographiques et elle a marqué absolument notre époque. Il y a un trait majeur pour moi dans la pensée et dans les écrits de Fatima Mernissi et dans ses recherches. Ce trait majeur, c'est celui de questionner les certitudes, de bousculer les certitudes et de bousculer les hudud, terme qu'elle aimait particulièrement et qu'elle utilisait très souvent, notamment dans le livre Rêve de femme. Alors, ces livres ont été traduits, comme on le sait, dans plusieurs langues, ils sont connus dans tous les continents et le Maroc est souvent associé à son nom dans les milieux académiques des sciences sociales. Un des apports majeurs de la pensée des recherches de Fatima Mernissi a été, il faut le souligner, comme l'a dit Asma Al-Maradat, à une époque où cela relevait de la bid'a. Il a été celui de questionner certains interdits prétendument sacrés qui ont permis de maintenir les femmes dans un statut de mineures réduites à leur fonction de reproduction et au service des hommes. Rappelons-nous la pétition pour le million de signatures et tout ce que cela a soulevé comme tollé dans le Maroc. Rappelons-nous tout ce qui s'est passé après avec les réformes de 1992 concernant Moudawanat al-Ahwal al-Shakhsiyya. Eh bien, le harem politique qui est paru en 1987 a été littéralement considéré comme une fitna. Il a été interdit pendant un certain temps à la vente au Maroc. Il a été considéré comme une fitna car il a évoqué l'éventualité que les propos et les actes rapportés au prophète Mohammed aient pu avoir été manipulés pour des enjeux de pouvoir après sa mort. Maintenant, je vais passer à ma Fatima Mernissi. Ma Fatima Mernissi, c'est comment je l'ai vécu moi, en lisant et relisant 3 fois Rêve de femme, à chaque fois d'une manière différente. La première fois que je l'ai lu à sa parution, je l'ai lu en tant que femme
qui voyait comment ces femmes du harem vivaient. La deuxième fois que je l'ai lu en tant qu'enfant. La narratrice dans le livre. Et la troisième fois que je l'ai lu pour voir à quel point ce livre montrait des femmes qui, certes, étaient enfermées derrière les murs de ce que l'on appelle un harem, mais qui étaient tellement ouvertes vers l'extérieur, tellement ouvertes d'esprit, et qu'elles voulaient effectivement, qu'elles regardaient l'avenir avec toutes les possibilités de liberté, de dignité et de reconnaissance en tant que citoyenne. Si je l'ai relu la troisième fois il n'y a pas longtemps comme ça, c'est pour faire le parallèle avec, malheureusement, comme cela a été dit auparavant, on est passé d'une ambiance d'ouverture, malheureusement, à quelque chose qui ressemblerait plus actuellement à de l'enfermement. Moi, j'ai connu Fatima depuis 2001. Je ne vais pas raconter ma rencontre avec elle parce que sa pudeur et la mienne m'en empêchent. Par contre, je voulais juste prendre quelques mots clés que j'ai retenus. D'abord, des mots et des objets. D'abord, ce sac en bandoulière qu'elle avait constamment sur elle, dans laquelle elle avait comme un trésor caché constant qui montrait qu'elle tenait une veille permanente de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe autour d'elle et de ce qui se passe dans sa société. Constamment, sans jamais faillir. Ce sac, pour moi, elle était une troubadour, elle était cette femme errante, ancrée dans sa société et en même temps errante. C'est pour ça qu'elle était, pour moi, une des premières révolutionnaires du design au Maroc, avec sa manière de s'habiller, qui était tout simplement la traduction de cette manière de réinventer la tradition. 2, son rapport avec les gens. Elle était tout le temps en train de discuter, mais elle était sceptique sur ces méthodes trop convenues de pouvoir poser des questions comme des sociologues qui pensent qu'en posant des questions rationnelles, on va avoir des réponses. Non. Elle va aller parler avec les gens de la manière la plus simple, de faire un travail de maïeutique. Et pour moi, c'était un peu notre Socrate. Elle va faire accoucher les gens de leur vérité en leur parlant le plus simplement du monde. Et le dernier élément, c'est ce personnage exceptionnel qu'il y a toujours eu dans ses livres, c'est Kamel. Kamel avec lequel elle dialoguait constamment. Kamel qui l'a réveillée dans la nuit pour lui poser des questions saugrenues. Kamel auquel elle apportait des réponses en écrivant. Fatima Mernissi croyait aux hommes féministes. Pour elle, sans Qasim Amin, sans Ahmed Amin, sans tous les hommes féministes, nous ne pourrons pas nous en sortir. Si nous posons la question à tout un chacun qu'était Madame Feu Fatima Mernissi, il dirait sans conteste qu'elle était l'un des chantres de la condition de la femme. C'est réducteur, parce qu'elle n'était pas une championne de la condition de la femme, mais un vecteur de la modernisation de notre société. Nous savons, comme cela est dit dans les écrits de Marx, qu'une société est jugée par la condition qu'elle réserve à la femme. La condition de la femme n'est que l'angle d'attaque pour moderniser notre société. Elle était incontestablement l'une des artistes de la modernisation. Nous savons aussi que la modernisation, si il est difficile de la définir, nous pourrons à coup sûr en dessiner les contours. Et parmi ces contours, bien sûr, le rapport à la religion,
mais c'est aussi la place qu'on réserve aux corps les plus vulnérables. La modernité, c'est reconnaître tout simplement les faibles, les infirmes, la femme, les minorités, etc. Et donc elle s'est penchée comme d'autres, dans un chaînon qui a commencé, certes, avec Qasim Amin, qui est la matrice justement de la condition de la femme dans son livre Tahrir al-Mar'a. J'ai bien dit, bien sûr, Qasim Amin, parce que tout simplement, Fatima a sa place dans cette galerie de grands noms qui ont marqué le monde arabo-musulman. Quand on a entendu cette malheureuse nouvelle, et on a été choqués, les mots qui ont été prononcés par beaucoup d'entre nous étaient qu'on est orphelin. Hein, il y a quelque chose qui était comme ça, tellement était là et tellement elle conduisait un petit peu dans son cheminement un petit peu la question de la pensée à sa manière. Et nous avons été très vite aussi pris par la question de l'urgence de la transmission. Donc c'est à ce niveau-là, en se posant cette question de la transmission aujourd'hui, quelle transmission ? Quelle est la logique de cette transmission et quelle est la logique dans son travail ? Comment on peut percevoir un petit peu parce qu'il ne s'agit pas une transmission, c'est quelque chose qui est très difficile, qui n'est pas facile. La question, bien sûr qu'il y a la transmission de toute son œuvre, mais la transmission de son esprit de travail, c'est quoi ? Comment elle travaillait ? Parce que Fatima al-Manaissi, du côté de l'université, elle est atypique, en tout cas tel que je l'ai connue. Atypique dans le sens où ces ateliers d'écriture qui regroupaient d'abord des jeunes, des moins jeunes, des intellectuels, des économistes, des psychanalystes, des artisans, des écrivains, etc. Alors comment réunir un peu tout ce monde et le faire travailler autour d'un thème ? C'était pas facile. Mais c'est là un petit peu où réside son génie. Et pour moi, ça reste encore quelque chose d'énigmatique. Comment on peut avoir ce désir de travailler en groupe avec des gens de disciplines différentes. Je souhaiterais mettre un peu deux points qui me semblent très importants dans l'esprit de travail avec Fatima al-Manaissi. Le premier est qu'elle nous apprenait à penser librement. Ce qui n'est pas rien, parce que quand on sort, par exemple, moi je suis psychiatre, psychanalyste, et quand je vais travailler sur un thème, je vais le faire à partir de mon cadre, à partir de mon expérience, à partir de la théorie. Or, c'était pas ça. Dans les différents ateliers d'écriture, il était question d'abord de dire qui nous étions. Chacun, à travers son écrit, vous le verrez un petit peu dans les différents ouvrages, chacun va dire « je suis venu de telle région, etc. » Il va dire quelque chose de lui-même. Ce qui est très, très important et ce qui m'a intéressé personnellement en tant que psychiatre et psychanalyste, c'est-à-dire on va y aller, on va écrire avec le jeu, avec ce que je suis, c'est-à-dire une implication, c'est-à-dire on va se risquer dans quelque chose. Et tout le monde n'aimait pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas écrire à partir de ce qu'ils sont, c'est-à-dire de leur identité. Mais pour Fatima, il ne s'agissait pas de parler avec son identité, à travers son identité. Il s'agissait de l'évoquer, d'y aller dans cette identité, mais pour la quitter. C'était ça qui me semblait très, très important, c'est-à-dire qu'on va parler avec son identité, mais pour s'impliquer dans l'écriture, on va y aller du côté de notre propre subjectivité. Et ça, c'est un mouvement qui est très important pour la liberté de la pensée. C'est-à-dire qu'il nous faut une origine, c'est très important, mais une origine à quitter. Ça, c'est un élément qui me semblait très important, mais Fatima al-Manaissi ne théorisait pas tout cela. C'était comme ça. Et à chacun un petit peu de penser, et vous trouverez un petit peu sur les textes, parce que j'ai assisté à plusieurs de ces ateliers, comment les gens invités à cet atelier, comment ils sont, et après comment ils sortent de l'atelier.
Je ne dirais pas que c'est une thérapie, mais c'est un exercice très pertinent pour un petit peu décrire son propre cheminement, parce qu'elle était comme ça, et Driss Xiekes la qualifie cela par la question de réinventer la tradition, et c'était cela, c'est-à-dire aller un petit peu dans notre tradition, dans nos origines, dans ce que nous sommes, etc., mais pour aller ailleurs. Je voulais vous annoncer, je suis très content avec mon ami Mkhtar El-Harres, nous lançons la chaire Fatima El-Mernissi, nous la lançons conjointement entre notre centre de recherche à HEM et l'université Mohammed V, qui était son université. Nous allons lancer la chaire Fatima El-Mernissi tout simplement pour essayer de prolonger son legs, de faire en sorte qu'il y ait des gens qui travaillent, qui continuent le travail, que nous, les gens qui travaillons, essayons de continuer ce travail. Fatima El-Mernissi n'aimerait pas qu'on la pleure, elle aimerait qu'on la garde vivante en nous et qu'on prolonge son travail et qu'on le questionne. En redisant, mais en le pensant, ce qu'elle a écrit dans Sultanes oubliées. Nous, habitants des Médina démocraties, sommes en train de tourbillonner entre ciel et terre, cosmonautes malgré nous, sans combinaison ni masque à oxygène, lâchés dans cette danse planétaire, la face nue et les paumes ouvertes, avec cette différence, qui est loin d'être négligeable, c'est que nous les femmes devons faire toutes ces pirouettes avec le voile en plus. Rêver, comme elle le dit si bien dans la fin de son livre, Harim politique, quand elle dit « Rêver un temps miroir qui enracinera son devenir dans une mémoire liberté ». Et Fatima était une femme libre, et c'est digne et libre qu'elle est partie. Allah yarhamha, merci.